J4 du dialogue intermalien, les travaux se sont poursuivis en plénière aujourd'hui, occasion pour les délégués d'examiner les résolutions et recommandations proposées par les 5 commissions thématiques et les travaux prendront fin demain vendredi avec la présentation du rapport final au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Concours d'amélioration du cadre de vie des communes de Bamako et environ, et c'est la commune rurale de Kalabankoro qui a remporté le premier prix, un concours organisé pour faire face à l'insalubrité. Plus d'1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant du projet Yélin qui a remis les clés des centres de santé communautaires et des maisons d'entente à des districts sanitaires des régions de Kaïkita, Nyoro du Sahel. L'événement s'est passé à Kaï et permet d'enrichir les plateaux techniques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité nationale. Et nous ouvrons par cette audience que le président du CNT a accordée ce matin aux participants de la 35e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA à Bamako. Les échanges ont porté sur les conclusions de la session et l'opérationnalisation du siège du comité à Bamako. Professeur Abdoulaye Soma, président du CIP UEMOA, s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré et Tchadje Kamara. Le comité interparlementaire qui correspond à l'Assemblée parlementaire de l'UEMOA est actuellement en train de tenir sa 35e session extraordinaire à Bamako. Et c'est à l'issue de nos travaux que nous avons estimé nécessaire dans les courtoisies parlementaires et africaines de passer, saluer et remercier le CNT du Mali avec à sa tête l'honorable Malik Diao. L'accueil que nous avons eu au Mali est un accueil digne de la fraternité africaine et qui est légendaire au Mali. Nous sommes dans d'excellentes conditions humaines, dans d'excellentes conditions logistiques. C'est pourquoi nous sommes venus remercier le président du CNT et par lui le président de la République et l'ensemble du peuple malien pour la fraternité et l'amitié manifestée lors de ce séjour de notre session. Il y a également que nous avons le siège du CIP à Bamako et nous avons visité le bâtiment qui doit abriter le Parlement de l'UEMOA qui est aussi à Bamako. Donc nous sommes venus présenter la situation au président du CNT du Mali pour qu'il soit tenu informé et qu'il joue sa partition dans l'opérationnalisation du Parlement de l'UEMOA. Et nous savons que le Mali a un grand rôle à jouer à cet égard. Et nous savons également que le CNT du Mali joue déjà, tient déjà sa responsabilité à cet égard. Donc nous sortons de cette audience fière du CNT du Mali. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement des travaux tenus à Bamako? Les travaux tenus à Bamako ont eu pour objectif d'éclairer les députés de l'UEMOA qui sont les représentants des peuples, des nations et des populations de l'UEMOA sur les perspectives macroéconomiques, sur l'inflation, sur les défis, c'est-à-dire sur ce qu'on a actuellement comme difficulté, sur ce qu'on a actuellement comme moyen d'action en matière économique et sur ce qui doit être fait pour le bonheur des populations, pour l'intégration de nos populations. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la page dialogue intermalien phase nationale J4. Le RTM toujours au rendez-vous était sur place pour voir comment les travaux se passent à 24 heures de la clôture. Suivons donc les reportages réalisés aujourd'hui et présentés par Nyanya Traoré. Khadija Toukone, bonsoir. Plaisir renouvelé de vous retrouver ainsi que nos téléspectateurs qui suivent avec une véritable attention les phases nationales de ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes jeudi, presque à la fin de ces assises, mais les choses bougent ici et elles bougent très bien. Souvent, les débats sont houleux, mais c'est dans une ambiance bon enfant. Toute cette journée a été consacrée à l'examen des résolutions et le listing des recommandations. Les Maliens regardent dans la même direction. Ensemble, ils ont sorti une batterie de propositions qui, j'en suis sûr, devront permettre au Mali d'aller mieux, sereinement et sûrement. Tamsir Diabaté pour le reportage.
Le dialogue intermalien participatif et inclusif, il l'aime. Au regard du débat franc et direct qu'il a suscité entre les délégués venus de tous les horizons. Pour preuve, à la plénière pour la restitution des recommandations sur la défense et sécurité, les participants étaient impatients de prendre la parole. Et c'est le président du comité de pilotage Ousmane Issoufi Maïga qui tente de mettre de l'ordre. Doucement, le délégué de CAI, il paraît qu'ils n'ont pas noté votre nom. Vous continuez dans cette rangée-là, après on viendra à gauche. Non, attendez, on ne vous a pas donné la parole. Défense et sécurité, un thème évocateur et passionnant. On avait l'impression que tout le monde est devenu spécialiste à la matière. Loin s'en faut. Et il fallait encore que les uns et les autres se rappellent de l'importance et de la sensibilité de la question de sécurité et de défense. On est sur une thématique extrêmement sensible et sérieuse. Ce que vous dites là, c'est une réalité. Mais il y aura le lieu pour le dire, ce n'est pas le moment. Nous, on ne fait pas l'éloge des gens parce qu'ils sont grands, mais on fait l'éloge des gens parce qu'ils ont posé des actes nobles, des actes de développement pour sortir de ce pays-là des lornières. Il s'avère au cours des débats houlés et même très houlés que le peuple est avec son armée et est conscient des enjeux sécuritaires. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des orateurs du jour estiment que pour une paix durable, il faut l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité, même si certains délégués émettent des réserves. Qu'est-ce que cela va susciter en nous? D'autant plus que nous sommes également des travailleurs, tout comme eux. Donc à ce niveau, nous souhaitons en tout cas une reformulation par rapport à ce qui est demandé. Mais en écoutant les uns et les autres depuis hier dans cette salle, on dirait qu'on oublie ce que nous vivons. Chacun s'est dit merci, merci. Chacun veut tout ce qu'on dit soit de son côté alors qu'il s'agit du peuple, de notre patrie mère, à qui on doit tout. Un peuple n'a de force que son armée. Une armée n'a de force que son peuple. Alors, soyons des soldats. Soutenons notre armée. Si le dialogue vrai et juste est la condition d'une paix et d'une réconciliation durable, il va de soi que les propositions et préoccupations de chaque contrée soient prises en compte. À ce sujet, certains délégués tirent la sonnette d'alarme avec des larmes aux yeux. 3 hivernage. Sans céréales de réserve dans les greniers. Mais la RN40, c'est une hécatombe. Hécatombe. Tous. Et après, on a aussi parlé du cessez-le-feu. Personne ne passe à la RN40, personne ne peut y aller. Nous avons notre village à 50 km de là, il y a 4 ans qu'on ne va plus au village. Et donc c'est une urgence pour nous aussi, quoi. Justement, au même moment, Kaï, la première région du Mali, pose la question d'infrastructures routières et l'épineuse question du trafic ferroviaire qui constitue un facteur d'insécurité pour la région. Par rapport à la surveillance du pays, les militaires à la retraite ont proposé que la télécommunication du pays soit gérée par des nationaux, la valorisation de la compétence locale en matière du numérique, car la guerre asymétrique donne du crédit à l'intelligence artificielle. Bref, les délégués sont visiblement sortis de la plénière défense et sécurité avec des cœurs réconciliés et l'espoir de réécrire l'histoire militaire. La 21e région, entendez par là les universitaires. Ils sont là et ne passent pas inaperçus. Ils sont venus avec plus de 100 recommandations pour une amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, des chercheurs et des professeurs. Bref, que l'espace, ou dirais-je, le domaine universitaire retrouve ses lettres de noblesse. Ils sont représentés au même titre que les régions, la diaspora et le district de Bamako. Et c'est une première, selon l'administration des universités du Mali, de les impliquer à un si haut niveau pour des réformes importantes touchant la vie de la nation. Retrouvons le reportage de Seydou Traoré.
Le monde universitaire est bien présent à la phase nationale du dialogue intermalien avec 8 délégués, tout comme pour les régions, la diaspora et le district de Bamako. Les délégués sur place représentent les grandes écoles, les centres de recherche, les universités et les instituts supérieurs de formation. Répartis dans les différentes commissions de travail, les professeurs-chercheurs sont venus à cette étape nationale avec 117 recommandations. L'université a fait une grande contribution parce que, comme je l'ai dit, il y a eu les 3 conférences. On a fait un rapport sur les 3 conférences qui a été versé au dossier que nous avons présenté. Ensuite, à travers les 2 ateliers, il y a eu des recommandations. Nous avons souhaité que désormais, pour toutes les questions intéressant la vie de la nation, que les universitaires soient consultés. Pour ce qui est la thématique 6 pour les universitaires, nous avons parlé des problèmes qui nous assaillent. Alors, les maux qui gangrènent l'enseignement supérieur, et les voies et moyens pour en sortir, afin que l'université puisse jouer son rôle. Cela va de la violence que nous sommes en train de traiter depuis bientôt 30 ans, alors avec les acteurs connus, et je pense que cela est en train de s'amélioriser progressivement. Communément appelée la 21e région malienne au dialogue intermalien, les universitaires se réjouissent de la prise en compte de leurs préoccupations parmi les recommandations issues des travaux. Beaucoup de nos recommandations ont été prises en compte et que ça serait une bonne chose parce que dorénavant l'université ne serait pas oubliée comme c'est le cas en général, parce qu'on sait très bien que il y a des décisions à prendre dans tout pays pour le développement du pays, pour la conduite du pays. Mais très souvent au Mali, ici, on oublie les universitaires. Alors que c'est un lieu où on fait la recherche, où tous les aspects de la vie d'une nation sont traités, vus, discutés. Après l'atelier national, les universitaires vont continuer à se mobiliser pour voir dans quelle mesure on peut continuer à épauler l'État par rapport à cette thématique, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse se redresser? Il faut rappeler que le monde universitaire a également participé à la phase préparatoire avec l'organisation de 3 grandes conférences à Bamako et à Ségou. Vous les connaissez sûrement à travers les médias. Ils sont engagés sur différents fronts, mais chacun a un objectif commun, l'amélioration du quotidien des Maliens. Ils, ce sont les leaders d'opinion. Ils peuvent être religieux, de la société civile ou être du syndicat. Leur voix compte et ils sont là pour ne pas se faire raconter cette grande aventure du train Mali qui avance vers la paix et la réconciliation nationale. Bemba Sibi est allé à leur rencontre. Ils nous dévoilent leur motivation au nom du Mali, leur implication et à quel niveau et surtout leurs attentes. Reportage. Le dialogue intermalien va au-delà de la recherche de la paix, de la sécurité et la réconciliation nationale. Il pose le jalon d'une paix sociale si ces recommandations sont appliquées. En tout cas, c'est la conviction des syndicalistes qui ont pris part aux travaux du dialogue. Ce dialogue vient renforcer la conférence sociale dans le domaine du travail. L'ensemble des propositions concourent, si vous voulez, à la stabilisation sociopolitique, socio-économique, socio-culturelle de notre pays. Les retours également de l'administration à ce niveau. Et une fois que l'administration est sur place, je pense que les travailleurs de tous les secteurs doivent également être sur place. Et cela nous conduit forcément à un apaisement social. Et pour cela, beaucoup de moyens chacun doit s'y mettre, pas seulement l'État. Les recommandations du dialogue pour les questions politiques et institutionnelles sont aussi de nature à apaiser le climat politique et restaurer la confiance entre les acteurs politiques et la population. Si nous parvenons aujourd'hui à mettre en œuvre ces recommandations sur le plan politique et institutionnel, ça pourra décrisper un peu la situation au Mali. D'abord, ils ont parlé de la réduction du nombre de partis politiques. Ils ont parlé également de revoir le financement des partis politiques. Ils ont parlé également des créations des partis politiques. Il s'agit de durcir ces créations-là. Mais également les institutions, de diminuer le budget des institutions donc, de l'État. Donc voilà, c'est quelques points qui ont été retenus au niveau des questions politiques et institutionnelles. Mais surtout, la bonne gouvernance a été évoquée. Pour apaiser le climat social et politique, c'est important que les gens se parlent. Sur la transition,
Partout, toutes les régions ont souhaité que la transition soit prolongée. Mais ça va être prolongé dans quelles conditions? Pour le dialogue intermalien qui prend fin ce vendredi 10 mai, les acteurs politiques et syndicalistes restent optimistes sur l'impact des conclusions de ces travaux. Le rapport final sera partagé lors de la cérémonie de clôture. Nous vous l'avons précisé hier mercredi, les travaux se tiennent maintenant en plénière avec ceux tenus en commission. Les 5 thématiques sont maintenant à la portée des participants avec comme toile de fond les explications et le partage des conclusions tirées du travail de groupe. Ce soir, nous vous proposons les réactions de certains gouverneurs et tous les gouverneurs qui suivent d'ailleurs avec attention et participent fortement aux travaux. Certains de ces gouverneurs sont interrogés par Awama Kamara. Il y a eu d'abord un engouement formidable pour ce dialogue intermalien, tant au niveau communal que national et même régional. Donc à tous les niveaux, ça a été un engouement formidable. Ça a été vraiment intéressant, les débats ont été très houleux, mais à terme, nous sommes en train d'arriver au résultat auquel nous nous attendions. Ça veut dire une réussite totale du dialogue. Moi, j'ai travaillé dans presque toutes les commissions. La commission d'abord aspect sécuritaire et défense, où les débats ont été bien menés par ceux qui sont responsables de cette commission. Et je vous avoue que toutes les préoccupations de la région de Tombouctou ont été prises en compte au niveau de cette commission. Les autres commissions aussi, c'est pareil, notamment la commission questions politiques et institutionnelles. Là-bas aussi, toutes nos préoccupations ont été prises en compte. Alors nous sommes très solidaires des résolutions et de tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, nous avons contribué beaucoup pour que cela soit. Parce que vous savez que Douala est une zone, c'est le centre du Mali. Nous sommes traversés par une route régionale numéro 30 qui va de Fana jusqu'à Tengrela en Côte d'Ivoire. Donc l'intégration y est et nous attendons seulement que les résolutions soient mises en œuvre pour que nous soyons réellement dans le Mali. Les gens ont eu l'opportunité de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils pensaient pour le bien du Mali dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Les Maliens avaient besoin de ça. Vu au moins plus d'une décennie, le tissu social a été déchiré, des incompréhensions par-ci par-là, des revendications par-ci par-là. Donc il fallait à un certain moment qu'on s'asseye pour discuter entre nous. Ça se passe bien. Toutes les questions posées par les Maliens sont pertinentes. Les gens sont écoutés, ils s'expriment. Et je crois qu'après ça, c'est le Mali qui va gagner. Les gens sont exprimés vraiment comme ils le veulent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dans le fond, vraiment, ils l'ont dit. Et ils ont touché tous les problèmes dont souffre vraiment notre État. Donc vraiment, ça a été une très bonne chose. Toutes vraiment les recommandations au niveau des communes, au niveau régional et au niveau national, c'est presque les mêmes. Seulement le niveau national a été amélioré seulement. Donc les gens se retrouvent parfaitement là-dedans. Le dialogue fait partie de nos vertus depuis nos ancêtres. Et s'il y a une autre chose que nous tenons d'eux, c'est rendre agréables et sains les endroits qui accueillent les invités. La direction du CICB et l'intendance de la présidence sont à la tâche. Si la première est rigoureuse sur la propriété des lieux, la deuxième s'efforce de bien restaurer les participants. Mieux, elle prend du temps à discuter avec eux, car vous le savez bien, autour du thé, c'est aussi le dialogue et ça, c'est typiquement malien. Almoser Al-Kamissa Yatara a fait le tour des lieux et siroté le thé de l'intendance de la présidence, chose que je m'apprête d'ailleurs à faire, bien sûr avec votre permission. Suivons ce reportage ensemble. Je peux avoir du thé ? Pour la bonne tenue de cet événement, tous les services sont mobilisés, parmi lesquels les services de nettoyage et celui de la restauration. En ce qui concerne les services de nettoyage, 30 agents sont mobilisés pour la propriété des lieux. Notre travail, c'est le nettoyage. Si les toilettes sont sales ou les bureaux, on commence le nettoyage de 6h jusqu'à 16h pour l'équipe du jour.
pour l'équipe du soir de 16h à 2h du matin. À cause des travaux du dialogue intermalien, il y a plus de gens que d'habitude. Mais nous sommes vraiment prêts et disponibles pour faire notre travail. C'est pour le Mali. Pour les services de la restauration, là, il faut être rapide et efficace afin de donner à manger à tous en un laps de temps. Ce qui se passe bien en ce moment avec les convives. Juste encore encourager les services à être plus professionnels, parce que parfois il y a des gens qui pensent que le self-service n'est pas approprié pour les Maliens. Alors que dans des grandes rencontres comme ça, il est mieux que chacun se serve que d'être servi au risque d'être servi en retard. Dans une organisation comme ça, que tout le monde puisse avoir le matin son petit déjeuner, son petit café, son petit thé. Et à midi, également, que tout le monde puisse se restaurer. Pour l'instant, pour la restauration, franchement, voilà, je donnerai mention bien. C'est donc un personnel qualifié qui est sur place ici afin de servir le millier de participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. On se met à la disposition des gens, des participants qui viennent. Et le choix, c'est d'abord la viennoiserie où il y a les croissants, les pâtés, les pains au chocolat et les pains au raisin. Donc je crois que tout le monde a un peu à son choix. Donc après, c'est le café, le thé malien, donc, que nous servons, aussi de l'eau. Donc juste après la pause, café, nous allons au déjeuner. Pour rappel, l'équipe de restauration du CICB a été renforcée par le personnel de l'intendance de la présidence de la République pour l'occasion. Nous voilà donc à la fin de cette page spéciale consacrée au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La clôture des travaux est prévue demain, vendredi, à partir de 15h, ici même dans la salle de 1000 places, sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta, initiateur de cette démarche pour le renouveau du Mali. Les populations maliennes sont invitées à participer massivement à la clôture de ces assises. Venez soutenir votre président de la transition. À la réalisation, Ibrahima Traoré, à la caméra, Tchédje Kamara, Taïeb Adjawakoui. Un grand merci à tous les journalistes qui ont participé à la réalisation de ces journaux. Bonsoir à tous. Khadija Toukone, à vous l'antenne. Merci bien, Nyanyalou Traoré. Et notez également que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré les délégués de la diaspora qui participent au dialogue intermalien. Une occasion pour eux de saluer et remercier les autorités de la transition pour leur considération à l'endroit des Maliens établis à l'extérieur. Le point avec Abdelkarim Kaba. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est un cadre d'expression pour la restauration de la paix au Mali. Cette démarche voulue et initiée par les autorités de la transition est effective, en témoigne la forte représentativité des délégués des Maliens établis à l'extérieur. Cette volonté affichée du président de la transition prouve à suffisance que pour l'unification du Mali, chacun compte. Ce geste est salué à sa juste valeur par les Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, si nous, Maliens de l'extérieur, doivent prendre part à l'édification du Mali nouveau, le Mali Koura, dont nous tous aspirons, c'est le lieu de les remercier. Au nom de tous les délégués et participants établis à l'extérieur, je souhaite vivement que les recommandations de la phase nationale de ce dialogue intermalien que nous avons procuré soient la voie d'un Mali uni, stable, prospère et cohérent. Pour la participation au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, les Maliens établis à l'extérieur ont été mis dans toutes les conditions. Toutes choses qui fortifient l'engagement, le patriotisme des Maliens établis à l'extérieur. Et tout cela n'a été possible que c'est parce que quand la tête se porte bien, le corps ressent la santé. Mais tout ça converge vers la confiance que nous tous nous avons, Monsieur le ministre, pour la tête de votre gouvernement, du gouvernement de la transition. J'ai cité son Excellence, le colonel Assimi Goïta, ont été pris en charge par les frais de l'État. Ils ont témoigné le bon traitement qu'ils ont depuis qu'ils sont arrivés. Ils sont bien logés.
et je pense bien qu'ils n'ont pas faim. En affirmant l'importance que les autorités de la transition accordent à la diaspora malienne, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a salué la grande mobilisation. Cette participation de qualité de nos compatriotes de la diaspora dans leur diversité au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est l'expression de leur reconnaissance à l'endroit des autorités de la transition pour la gouvernance en cours dans notre pays. Votre participation active à ces discussions témoigne de la dynamique initiée par les plus hautes autorités de la transition envers la diaspora malienne. Nous sommes pleinement conscients de votre rôle dans le processus de développement national, dans la promotion de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Pour les Maliens établis à l'extérieur, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est le début de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Nous refermons cette page consacrée au dialogue intermalien phase nationale et nous vous rappelons que la clôture des travaux, c'est demain vendredi à 15h au CICB sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur les réseaux synchronisés de notre chaîne nationale ORTM. Suite de ce journal, selon des statistiques, le taux de mortalité maternelle est 325 pour 100 000 naissances vivantes. Quant au décès néonatal, 54 enfants meurent avant leur premier anniversaire et la malnutrition touche 8 enfants sur 10. Face à ce tableau peu reluisant, le ministère de la Santé et du Développement social a initié une table ronde pour faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. L'objectif visé par la rencontre est de mobiliser des ressources pour faire face à ces problèmes. Le reportage est signé Inaba. Cette session de plaidoyer vise à mobiliser les ressources, les partenaires techniques et financiers et les autres parties prenantes pour soutenir le plan Pays national pour l'intégration des services de planification familiale, la santé maternelle, néonatale et infantile et la nutrition. Malgré les efforts déployés par l'État et ses partenaires, les chiffres concernant la santé maternelle et infantile ne sont pas du tout reluisants. Justement, les taux d'accouchement assisté du personnel avec un personnel formé, c'est limité toujours à 67%. Et cette insuffisance pondérale touche près d'un cinquième des enfants de moins de 5 ans. Un autre chiffre qui je crois qui est important compte tenu de l'étendue du pays, que seulement 58% de la population a accès aux services de santé dans un rayon de 5 km. Et cet indicateur n'a pas vraiment beaucoup bougé depuis 2020. Nous devrons donc agir dans ce sens pour mieux canaliser nos ressources techniques et financières afin d'aboutir à un taux plus élevé de nos indicateurs de santé, surtout au niveau communautaire. Au Mali, comme dans la plupart des autres pays, la morbidité et la mortalité de l'enfant de 0 à 5 ans et de la mère constituent d'importants problèmes de santé publique. Cette situation reste préoccupante et nous interpelle tous à plus d'actions pour répondre aux besoins non satisfaits des populations. Les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile restent encore à des niveaux alarmants avec son corollaire de décès maternel élevé. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter tous les partenaires techniques et financiers à s'engager auprès du département et à inscrire leur financement en cours dans la mise en œuvre de l'intégration des services PFPP, SMNI, Nutrition, en vue d'accélérer la réduction de la maternité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. C'est pourquoi le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, a élaboré en février 2023 son plan de passage à grande échelle 2023-2027 de l'intégration des services de planification familiale et la santé maternelle, néonatale et infantile et la nutrition. Grâce à l'appui technique et financier de Intra-Health International, l'initiative a été implémentée dans les districts sanitaires de Kéniéba, Yilimani et Oussoubi-Dianya en 2023.
Œuvre sociale du président de la transition, on en parle ce soir également avec l'inauguration d'un forage à l'école franco-arabe de Bolé en commune 6 du district de Bamako et à l'école B du marché de Mayambougou. Ces infrastructures ont été inaugurées par le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales ce matin. Le reportage de Tiemogo Konati. Longtemps attendu, l'eau coule désormais à flot à l'école franco-arabe de Bolé en commune 6 du district de Bamako. Ainsi, le rêve devient une réalité pour les élèves, le corps enseignant et l'administration scolaire. Même réalité à l'école du marché de Mayambougou où les uns et les autres pourront désormais étancher leur soif, en plus de la satisfaction des autres besoins dépendant de cette ressource précieuse. Cela grâce à la réalisation de 2 nouveaux forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Hier vers 17h30, quand j'ai reçu la lettre par le canal du Ségal, tout de suite j'ai appelé le directeur du camp. J'ai dit, directeur, je sais que vous aimez vous habiller en veste. Si vous êtes en veste, changez de tenue. Parce qu'on vient de nous appeler pour dire que demain matin, il y aura l'inauguration. Je me permets, parce que c'est mon mari, il a couru. J'ai dit, je vais faire un appel vidéo. Il s'est mis en sous-vêtements. Ça, c'était pour prendre les choses à bras le corps. La majorité de ces forages-là, c'est dans les écoles et dans les hôpitaux. Dans les écoles, pour sécuriser l'école, pour que nos enfants qui sont des pâtissiers de demain puissent étudier dans les meilleures conditions. Le président de la transition l'a su et veut matérialiser son patriotisme et son engagement envers les populations. Aux écoles, aux CGS, de prendre soin de ces forages-là afin que d'autres personnes aussi en puissent bénéficier. Il s'agit là des 334e et 335e forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. L'occasion a été mise à profit pour offrir 5 ordinateurs et des exemplaires du dictionnaire français, histoire de renforcer les capacités des 2 établissements. Cette dynamique, poursuit le conseiller spécial, sera maintenue et s'intensifiera au bénéfice d'autres localités du pays qui en expriment le besoin. Les acteurs de l'eau sont réunis à Bamako pour 2 jours et planchent sur le bilan du projet intégré la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Les recommandations vont promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources naturelles. Reportage à Batraoré. Pour capitaliser les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources naturelles en eau, les pays riverains de la Volta ont lancé en 2019 le projet intégré la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Les acteurs de l'eau se donnent 2 jours d'échange pour faire le bilan et des propositions en vue de pérenniser les acquis du programme qui doit prendre fin en juin 2024. L'eau est à la base de toute forme de vie. Elle est à la fois habitat, aliment, moyen de production, de transport, etc. Elle tisse naturellement un vaste réseau de connexions et est liée aux autres ressources naturelles telles que le sol, les forêts, la biodiversité, etc. Ensemble avec vous, d'importants résultats ont été obtenus avec la mise en œuvre du projet VFPM au niveau local, national et transfrontière. Le projet couvre une bonne partie de la région de Mopti, ce qui démontre toute son importance pour cette zone. Le Mali est traversé par ce cours d'eau qu'on appelle la Volta ou le Sourou, dans la zone de Mopti. Et donc le cours d'eau là est partagé par 6 États. Donc notre objet en tant que Mali, c'est on va avoir des outils, des mécanismes qui vont nous permettre effectivement de faire la gestion concertée, de prendre en tout cas en compte, en charge les éventuelles sécheresses, les inondations et les catastrophes naturelles au niveau de ce bassin. La rencontre qui regroupe une 60aine de participants de Bamako et de l'intérieur du Mali est organisée grâce au soutien de l'Organisation météorologique mondiale. Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué en date du 9 mai 2024. Le ministre chargé du transport aérien du Sénégal a informé que le vol HC 301 d'Air Sénégal opéré par Transert a fait une sortie de piste ce jeudi aux environs de 1h15 à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce vol avait pour destination Bamako. Il revient que plusieurs passagers du vol seraient de nationalité malienne.
urbaine. Les autorités sénégalaises ont rassuré que l'accident n'a pas occasionné de perte en vie humaine et que les passagers blessés pris en charge par les services compétents ont quitté l'hôpital. Madame la ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Elle se félicite des diligences accomplies par les autorités du Sénégal pour l'organisation des secours et la prise en charge des passagers. La ministre souhaite au nom des plus hautes autorités de la République du Mali prompt rétablissement aux blessés. La commune rurale de Kalabankoro vient de remporter le premier prix du concours pour l'amélioration du cadre de vie des communes de la ville de Bamako. L'objectif est de permettre à la ville de Bamako de retrouver sa coquetterie. Mariam Koulibaly. Lancé en octobre 2023, le concours pour l'amélioration du cadre de vie des communes de la ville de Bamako a mis aux prises l'ensemble des 6 communes du district de Bamako, plus la commune rurale de Kalabankoro. Les critères mis en avant sont le curage des caniveaux, la libération des espaces verts et servitudes de passage, ainsi que le ramassage des ordures. Nos grandes villes, nos villes moyennes ainsi que nos petites villes sont confrontés à un problème d'assainissement, de mobilité urbaine et de violation des places urbaines, bref, à un problème de développement urbain. Cette situation qui s'exacerbe pendant l'hivernage détériore les cadres de vie des populations. L'objectif visé est de créer au niveau de ces collectivités territoriales une saine émulation et un réflexe en matière d'assainissement. Cet objectif, à n'en point douter, est atteint, en témoignent les différents rapports de nos équipes de suivi de tout le processus. Après des mois de travaux engagés dans les différentes communes, c'est la commune rurale de Kalabankoro qui remporte la première place. Elle est suivie de la commune 2 du district de Bamako et les communes 1 et 4 sont arrivées en 3e ex-aequo. Au-delà de la symbolique de ce prix, c'est un appel au devoir parce que l'assainissement fait partie des toutes premières prérogatives des communes. Donc nous devons nous atteler à cela parce que c'est d'un bon assainissement que découle une bonne santé. Les partenaires, quant à eux, saluent l'initiative et invitent les différentes communes à maintenir le cap sur les travaux déjà réalisés. En tant qu'habitant de cette ville, moi je suis fier. Et je suis fier aussi que nous avons accompagner ce concours. Les communes lauréates ont reçu chacune des cadeaux d'encouragement. Démarrage à Bamako de l'atelier de relance des activités d'élaboration du DOM. Par DOM, entendez dictionnaire opérationnel des métiers emploi. Le document, une fois élaboré, servira de support d'analyse des profils, d'offres et de demandes d'emploi. Le but étant de faciliter l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Le reportage de Sokona Kamisoko. Le dictionnaire opérationnel des métiers et emplois est un outil d'appui en matière d'offres et de demandes d'emploi au Mali. Le processus d'élaboration est une initiative de l'ANPE qui remonte à 1999. Après plus de 20 ans d'opérationnalisation, les acteurs en charge des questions d'emploi et de formation professionnelle se retrouvent pour adapter le dit document aux réalités du moment. Notre économie évolue dans un contexte marqué par de fortes mutations de l'environnement des affaires. Pour améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises, il doit être procédé à une actualisation des compétences afin d'avoir une connaissance des emplois, métiers et des besoins du marché du travail. Le dictionnaire opérationnel des métiers et emplois est l'œuvre d'une équipe multidisciplinaire mise en place par arrêté ministériel. À la lumière des travaux de l'équipe multidisciplinaire, les objectifs du niveau macroéconomique sont atteints et la réalisation de ceux du niveau microéconomique sont en cours. Il est important de rappeler que de 2009 à 2012, l'élaboration du DOM s'est poursuivie dans le cadre du projet Partenariat pour la gestion des migrations professionnelles et son processus d'actualisation a été réalisé en collaboration avec la coopération luxembourgeoise Luxdev en 2023. La mise à jour du dictionnaire opérationnel des métiers et emplois permettra aux parties impliquées de mieux cerner les questions relatives au marché de l'emploi
en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Première réunion ordinaire du comité de coordination statistique du secteur de la justice. La session avait pour objectif d'examiner et de valider le programme d'activité statistique 2024 et d'approuver la vision statistique du secteur de la justice. Compte rendu Mariam Koné. Rendre disponibles pour tous les données des statistiques judiciaires et des indicateurs de performance du secteur de la justice d'une part, et d'autre part, asseoir la culture du management responsable, la redevabilité administrative, ce sont les tâches assignées au comité de coordination statistique qui tient sa toute première session ordinaire. Nous éprouvons une grande fierté pour la tenue de cette rencontre première du genre, qui permet de mesurer pour améliorer. Oui, améliorer les efforts et les progrès réalisés constitue incontestablement une aide à la décision et une boussole pour l'essor du secteur de la justice. Aussi, est-il utile de rappeler que notre confiance en l'avenir pour une justice de plus en plus performante, crédible, respectable et respectée est intangible et inébranlable. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la justice qui accordent une importance capitale aux données à caractère statistique se félicite de l'initiative. Cela nous réjouit parce que tout ce que nous allons pouvoir faire ou réfléchir comme un projet, programme pourra s'asseoir sur des données qui permettent justement, comme on dit souvent, d'avoir des baselines pour savoir on part d'où pour arriver à quel autre point. Et cela facilitera également l'évaluation de nos projets, programmes que nous mettons en œuvre avec vous. Nous restons disponibles à pouvoir accompagner les ministères de la Justice. Je ferai l'écho de cette réunion à nos collègues du groupe de dialogue justice qui sont les partenaires techniques et financiers. Les recommandations issues de cette rencontre devraient permettre de développer davantage le système de la statistique nationale en matière de justice. Lancement du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Le projet crée des conditions susceptibles d'aider les enfants en contact avec la loi. Il est financé par l'Union européenne pour une période de 3 ans pour un coût de plus de 600 millions de francs CFA. Et il couvre Kati, le district de Bamako et les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Reportage Tiemogo Konaté. Interprétation d'un sketch par les enfants du centre d'accueil communautaire de Sikoro. Ainsi, ces tout petits attirent l'attention du public sur les raisons des comportements malsains qui caractérisent leur quotidien. Un message qui marque le lancement du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Ce projet est conjointement exécuté par le Bureau national catholique pour l'enfance et l'ONG Terre des Hommes. Nous sommes en partenariat avec les unités de police et de gendarmerie dans nos zones d'intervention. Et dès que l'enfant est interpellé, ils nous font signe parce qu'ils ont l'obligation, selon la loi, d'appeler les acteurs de la protection pour pouvoir accompagner ces enfants. Lorsque c'est des enfants victimes d'infractions, nous sommes interpellés et nos équipes avec tous les partenaires entrant en jeu pour pouvoir créer la relation d'aide et les accompagner en faisant le lien avec la justice pour que les mesures de protection judiciaire soient apportées conformément à ce qui est prévu par la loi. Ce projet vise à renforcer la protection des droits des enfants vulnérables au Mali, en leur facilitant l'accès à la justice. Il vise également à renforcer le travail sur le respect des droits de ces enfants en contact avec la loi. Le projet en question intervient à un moment où le département de tutelle est engagé dans une réforme pour la cause des enfants en contact avec la loi dans le but d'accorder à la cible un traitement particulier. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à l'enfant qui entre en contact avec la loi de garder toute sa dignité, d'avoir une deuxième chance, d'avoir la chance de la réhabilitation et de continuer à évoluer dans une société. Le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali s'étend sur 3 ans. Outre le district de Bamako et Kati, il touchera les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou et sera financé à hauteur de 655 millions de francs CFA par l'Union européenne.
Plus de 32 milliards de francs CFA seront investis par la Banque africaine de développement pour l'accroissement de la production agricole, l'augmentation du revenu agricole par habitant et la création d'emplois. La première session du comité de pilotage décline le plan de travail et le budget prévisionnel pour l'année 2024 qui est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Batraoré pour plus de précisions. Le P2RS Mali, projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, est lancé pour poursuivre la consolidation des acquis de la première phase. Pour l'opérationnalisation du projet, les administrateurs examinent le plan de travail et le budget prévisionnel pour l'année 2024 à l'occasion de cette première session du comité de pilotage. Pour cette année, nous sommes autour de 2 milliards et 400 millions. Pour 2024, il y a beaucoup de documents qui sont en instant. Mais on a eu la chance que la première phase a fait l'étude d'un certain nombre de barrages. Il y a notamment 3 barrages où les dossiers sont très prêts. Nous voulions rapidement lancer l'appel d'offres pour qu'au moins ces 3 barrages, d'ici l'année prochaine, ces travaux puissent commencer. L'accroissement de la production agricole à 241 000 tonnes, l'augmentation du revenu par habitant de 543 000 à 641 000 francs CFA et la création de 2500 emplois sont entre autres objectifs de ce projet. Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 32 milliards 10 millions de francs CFA pour une exécution prévue en 5 années. Vu la pertinence des résultats attendus et leur impact sur les populations cibles, je puis vous assurer ici du soutien et de l'accompagnement de mon département pour l'exécution correcte de ce projet. J'ose espérer qu'à la fin de cette session, vos contributions aideront l'unité des projets à améliorer la qualité des documents soumis à votre appréciation. Le P2RS Mali est un projet multinational couvrant 13 pays dont le Mali. Sa coordination régionale est assurée par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et ses institutions spécialisées. Certaines dispositions sont déjà prises pour le démarrage de la campagne agricole 2024. Parmi elles, la disponibilité d'une quantité d'engrais déjà pré-positionnée dans certaines zones de production, des engrais qui seront vendus aux producteurs au prix subventionné de 14 000 francs CFA. C'est une des nombreuses décisions issues de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. À la suite de cette session, l'invité de la semaine reçoit ce soir le ministre de l'Agriculture, Lassine Dombélé. Je vous propose donc de suivre un extrait de cet entretien. Nous avons reçu des appuis de nos partenaires, notamment de la Russie, qui a mis à la disposition du président de la transition 22 179,5 tonnes d'engrais durés. Et nous avons pris également des dispositions pour pouvoir répartir ça entre les différents bassins de production à travers 5 opérateurs économiques qui ont été choisis pour faire ce travail-là. Donc ça, c'est déjà un effort important qui est fait. Et à travers un projet aussi qui est financé par la Banque mondiale, qu'on appelle le PRSA, le projet de résilience des systèmes alimentaires, là aussi nous avons reçu 15 000 tonnes. Mais les 15 000 tonnes sont orientées sur 75 communes qui relèvent de 3 régions. Donc pratiquement, cet engrais ne peut pas aller au-delà. C'est la zone d'intervention. Exactement, du PRSA, et on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est au vu de ça que nous disons que nous avons déjà certaines dispositions qui sont prises d'elles-mêmes par rapport à la campagne, qui vont nous permettre de démarrer favorablement au niveau des zones où ces engrais-là ont été déployés. Voilà l'invité de la semaine à suivre après à PMI Mali. Clôture des activités de programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises. Une cérémonie couplée au lancement officiel du réseau Alliance Mali Mentor. Le programme a accompagné plus de 100 jeunes. Reportage à Kassim Diallo. Plus de 390 millions de francs CFA, c'est le coût global du programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises dont les activités ont démarré au Mali en août 2022. Ce sont plus de 100 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de l'appui et l'encadrement de ce programme, dont 45 femmes. La finalité recherchée est de promouvoir la croissance des entreprises maliennes et contribuer à la création d'emplois. Le Mali connaît une entrée croissante des jeunes sur le marché du travail. Il faut alors accompagner ces jeunes pour accéder à des emplois décents
et surtout créer et gérer leurs propres entreprises. L'intervention du projet PAC PME s'inscrit parfaitement dans la mission confiée au ministère de l'Entrepreneuriat national. L'objectif final du PAC PME est de contribuer à l'augmentation des possibilités d'emploi pour les jeunes maliens, augmenter le chiffre d'affaires des PME cibles avec une moyenne de 25% pour 100 entrepreneurs du Mali, repartis sur 4 cohortes de 25 entrepreneurs, dont 40% de femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 39 spécialistes dans divers domaines ont suivi les jeunes entrepreneurs afin d'assurer leur coaching tout au long du projet. Au terme des activités du programme, le réseau Mali Alliance Mentor est lancé pour prendre la relève. Notre investissement dans la force motrice du secteur privé est en phase avec les objectifs du 3e axe du CRED. Nous réitérons notre engagement à soutenir l'innovation et le changement d'écosystème entrepreneurial. Cette cérémonie symbolise également le point de départ d'une nouvelle association, l'Alliance Mali Mentor. Son but est de capitaliser les acquis du réseau de mentors issus du programme PAC PME. Elle a pour objectif de créer un réseau solide de mentors et d'entrepreneurs maliens pour favoriser le partage de connaissances et d'expériences, d'offrir des opportunités de formation et de développement personnel et professionnel aux entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs formés par le programme évoluent dans plusieurs domaines d'activité, notamment la révolution numérique, l'agriculture, l'élevage, la restauration et la transformation agroalimentaire. À Caille, le projet Yélé a procédé à la remise des clés de centres de santé communautaires et de maisons d'attente à des districts sanitaires des régions de Caille, Kita et Nioro du Sahel d'une valeur de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Ces réalisations viennent enrichir le plateau technique. Le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Ce sont au total 8 centres de santé communautaires et 2 maisons d'attente reparties entre 4 districts sanitaires des régions de Caille, Kita et Nioro du Sahel qui sont officiellement remis ce vendredi 3 mai par le projet Yélé. On a confronté beaucoup de difficultés, surtout pendant l'hivernage, vraiment on est enclavé. Vu même la distance entre les différents districts et nos CESCOM, on a eu tellement de difficultés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec la construction de ces centres-là, nos populations sont à l'aise, surtout les femmes. Monsieur le directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction nous rappelait qu'au Mali, toutes les 3 heures, une femme perd la vie en essayant de la donner. C'est précisément à répondre à des enjeux similaires que le projet ILN, en appui au ministère de la Santé et du Développement social pour la mise en œuvre du programme de développement socio-sanitaire PRODES, a soutenu la construction de 5 CESCOM, des maisons d'attente et la réhabilitation, extension de 3 CESCOM dans les districts sanitaires de Sagabari, Sefeto, Diema, Yelimane. Pour les gouverneurs des régions bénéficiaires, l'heure est aux consignes à l'endroit des services techniques de l'État concernés par l'initiative. Les 8 centres de santé et les 2 maisons d'attente de maternité bénéficieront à une population de plus de 600 000 habitants, avec plus de 51% de femmes. Je demanderai au directeur régional de la santé de prendre toutes les dispositions pour, d'une part, assurer la bonne fonctionnalité de ces structures et, d'autre part, inviter le personnel à adopter un comportement exemplaire et à réserver à chaque utilisateur une bonne prise en charge. Ces centres de santé se trouvent dans des zones très enclavées. Et dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, ces centres de santé vont jouer un rôle capital. Ça, c'est une première phase. On attend la deuxième phase. Donc cet appel doit aller à l'ambassadeur du Canada au Mali. Ce qui s'est passé nous réjouit. Et nous avons encore besoin de cette deuxième phase encore pour sauver plus de vies. En guise de reconnaissance, les principaux acteurs de mise en œuvre du projet Yélé ont reçu des présents de la part des bénéficiaires. Tenu à Koutiala d'une session de dynamisation des commissions foncières, l'objectif est de renforcer les capacités des participants afin de prévenir les conflits liés aux fonciers et de répondre aux crises. Reportage à Brahima Koné. Cette session de formation est un pan du processus de renforcement des capacités opérationnelles de 100 commissions foncières communales dans les cercles de Kadjoulo, Sikasso, Yanfolila, Bougouni, Kolondiaba, Yoroso et Koutiala en vue de leur autonomisation. Nous avons constaté la non-fonctionnalité des commissions foncières des zones ciblées. Des défis demeurent quant à leur fonctionnalité.
et quant à la connaissance même des textes réglementaires régissant les commissions foncières. Donc c'était vraiment pour outiller, n'est-ce pas, les membres des communes ciblées en outils de transaction foncière et également en outils de travail. Cette session de dynamisation des COFO participe à la mise en œuvre de la composante 5 du PRAPS 2, essentiellement axée sur le renforcement institutionnel, la prévention et la réponse aux crises. Elle devra faciliter la tâche de l'administration en matière de gestion des conflits liés au foncier. Ça va nous permettre de donner un nouveau souffle aux différentes commissions foncières, aux différents niveaux, au niveau communal, au niveau villageois, mais même au niveau cercle également. L'objectif n'est autre chose que de permettre aux communautés de statuer sur des problèmes qui les concernent, et parce que l'État aussi est convaincu que c'est la voie la plus pacifique pour pouvoir trouver une solution au conflit foncier. L'objectif de développement du PRAPS 2 est d'améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Page noire de ce journal, notre collègue Sefiatou Kalapo à la retraite n'est plus. Elle était agent à la documentation de l'URTM jusqu'en 2020, date de son départ à la retraite. Elle nous a quittés mardi des suites d'une longue maladie à l'âge de 62 ans. Ses obsèques ont eu lieu hier. Reportage à Suleiman Sidibé. Après un long combat, la maladie a finalement eu raison de Sefiatou Kalapo. C'est mardi 7 mai 2024. Née en 1962, la native de Massina est arrivée à l'ORTM en 1995 en qualité de standardiste. Quelques années plus tard, elle sera affectée au bureau de la documentation jusqu'en 2020, date à laquelle elle fera valoir ses droits à la retraite. Ses anciens collègues gardent d'elle un bon souvenir. Nous sommes vraiment éprouvés par sa mort. Tanti Safi était pour nous une bonne collaboratrice. On a collaboré ensemble pendant des années. Elle nous a toujours traités comme ses propres enfants. Elle était une conseillère pour nous, une amie, une éducatrice. Nous prions beaucoup pour le repos éternel de son âme. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Elle m'a été confiée par son père quand elle est venue. Jeune fille. Elle m'a côtoyée. C'est une dame. Elle aime son travail. Elle aime ses collègues. Mais elle aime aider les autres. Et même si elle n'est pas riche, mais ce qu'elle a, elle aime partager avec les autres. La disparition de Sefiatou Kalapo laisse un vide dans sa famille. Elle était chez moi ici, bien avant qu'elle commence à travailler. Elle a commencé à travailler et de tout le temps. Elle a fait son mariage chez moi ici. En tout cas, c'est une sœur, vraiment une bonne parente. Vraiment, elle aime ses parents, elle aime tout le monde. Elle aime tout le monde. C'est une perte énorme pour la famille. Vraiment, elle était dévouée. Vraiment, elle était prête à se sacrifier pour qui que ce soit. Après la prière mortuaire, ses parents, collègues et amis l'ont accompagnée à sa dernière demeure au cimetière de Sabalibou. Elle laisse des parents, amis et anciens collègues inconsolables. Dors en paix, Tanti Safi, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain prendront fin les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien à 15h au CICB sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ainsi, les Maliens entendent prendre leur destin en main car nos grands-pères disaient que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Et vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur nos réseaux synchronisés. Oui, l'URTM a mobilisé une forte équipe pour vous servir. Allez, bonne fin de soirée à tous.